bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres de ce journal. John Nivière, 30 ans, serait le cerveau d'une nouvelle affaire de trafic d'ice interpellé la semaine dernière avec ses 6 complices, dont une femme. Ils ont été incarcérés en attendant leur procès. L'autorité polynésienne de la concurrence a-t-elle failli à son rôle de gendarme de la concurrence? À l'heure des premières sanctions distribuées par l'APC, l'organisme est pointé du doigt pour irrégularité procédurale. L'allaitement maternel est peut-être l'une des choses les plus naturelles au monde, mais a-t-elle toujours la cote chez les mères polynésiennes? C'est ce que nous allons tenter de savoir en ce début de semaine de l'allaitement. Comment optimiser sa production de miel? Kevin Herimoana Besson sème sur les ruches connectées grâce à sa start-up Leadbees, exemple dans le rucher de Louise Frogier à Paia. Enfin, découvrez cette semaine les particularités de l'île de Huahine avec ce soir une rencontre, celle de la courageuse Mitara Tainanwari qui ne lésine pas sur le dur labeur, à découvrir dans Au cœur du Fénois. Mais d'abord, ils écoulaient entre 100 à 150 grammes d'ice par mois en Polynésie. John Nivière et ses 6 complices, dont une jeune femme de 22 ans, ont été interpellés mardi dernier pour trafic d'ice et présentés ce lundi en comparution immédiate. En 1 an et demi, un véritable réseau s'était organisé entre Tahiti et Moorea, mêlant commerce de méthamphétamine et armes à feu. Ayata Tarhau Patita Sabia. Un réseau où chacun tenait un rôle majeur. En avril 2019, la brigade de recherche de FAA est destinataire d'une information selon laquelle Beaumont, surnom d'un dealer, commercialiserait de la drogue à FAA. Très vite identifié, il est mis sur écoute téléphonique. Après plusieurs mois de surveillance, le réseau est démantelé. Ils sont intermédiaires, revendeurs. L'un d'entre eux était même conseiller en reconditionnement de la méthamphétamine. Un autre individu, goûteur, un nouveau métier apparu depuis peu, s'assurer de la bonne qualité du produit. Parmi eux, une jeune fille de 22 ans. Elle recherchait des logements Airbnb car les revendeurs changeaient régulièrement de domicile pour ne pas être repérés. Sa mère est abasourdie. Pour moi, quelque part, c'est trop tard. On n'a pas eu le temps de discuter avec elle, et etc. Parce que si on avait su bien avant, je pense que peut-être pas la sauver, mais discuter avec elle et ça va peut-être lui faire réfléchir. Mais là, c'est devant le tribunal et on verra ensuite par la suite le verdict. Pour son avocate, elle est coupable d'être tombée amoureuse de la tête de réseau. Les parents n'étaient pas au courant. C'est une famille très encadrante et très bien, très saine. Sauf que elle a appris l'impact de la décision de leur fille la semaine dernière en garde à vue. Dans cette bande organisée aussi, 11 900 000 francs pacifiques ont été dissimulés sous un cabanon de jardin. 3 armes à feu cachées dans des meubles pour protéger leur trafic des gangs rivaux. La maison appartenait au père de John Nivière, une cabane de fortune construite sur un terrain squatté à Moorea. Était aussi commercialisé du LSD, de la cocaïne et du cannabis. À la demande des avocats, 4 prévenus dont la tête de réseau seront jugés le 18 novembre, le 16 janvier 2020 pour le reste des accusés. Voilà, et en attendant leur procès en correctionnel, le juge a demandé le placement des 7 prévenus en détention. Le cerveau présumé de l'affaire encourt 10 ans de prison. Et puis c'est une première en Polynésie depuis sa création en 2015. Y a-t-il eu connivence entre l'instruction et le collège de l'autorité polynésienne de la concurrence? Tout porte à le croire selon nos informations et selon les avocats des 2 sociétés de gardiennage mises en cause par l'APC pour pratiques anticoncurrentielles. Nous attendons que l'autorité de la concurrence tire les conséquences des graves irrégularités qui ont été dénoncées, dixit l'un des avocats qui soupçonne l'organisme d'impartialité. Caroline Fary et Christian Dezo. C'est la note qui a mis le feu aux poudres. Le rapporteur général de l'autorité polynésienne de la concurrence demande les consignes à suivre au président de l'organisme et au collège dans le dossier de 2 sociétés de gardiennage, Jurion Protection et Tahiti Vigile, dans le collimateur de l'APC depuis 2016 pour pratiques anticoncurrentielles. Or, le rapporteur du dossier qui s'apprêtait à prononcer un non-lieu a été remplacé l'an dernier. Son successeur préconise, lui, des sanctions du jamais vu selon les conseils des 2 entreprises qui dénoncent
dénonce une instruction aux ordres du collège. Nous dénonçons aujourd'hui ce que nous avons mis en lumière, à savoir une instruction qui a été faite en violation du principe fondamental, essentiel, de stricte séparation entre le service de l'instruction et le collège. Voilà. C'est un principe qui est garanti par la loi, qui est garanti par le Conseil constitutionnel, et il est apparu que dans la pratique, l'instruction de cette affaire a été faite au mépris, effectivement, de ce principe essentiel. Il a fallu quelques connivences entre le service de l'instruction et l'autorité du collège pour que les conclusions de ce rapport soient faussées et qu'un nouveau rapporteur soit nommé qui contredise totalement les bases du premier rapport. Donc il faut absolument qu'on revienne à la genèse même de ce dossier et qu'on rétablisse les droits de nos clients, à savoir les mettre hors de cause définitivement pour préserver aussi les 450 emplois qu'ils sont aujourd'hui en mesure de sécuriser. L'autorité de la concurrence, qui ne souhaite pas s'exprimer, souligne par voie de communiqué que l'impartialité est un argument souvent utilisé par les mises en cause. Faux, estime Florent Vénère. Pour l'économiste et ancien membre de l'organisme, c'est une première. Ce qu'utilisent les mises en cause très souvent, c'est le fait qu'on ne les a pas suffisamment écoutés, qu'on n'a pas respecté le contradictoire, le droit de la défense, et bon, ça c'est commun. Mais par contre, le principe de violation de la séparation de l'instruction et du jugement, ça moi je ne l'ai jamais vu soulever dans une affaire. Parce que pour le soulever, en fait, comme c'est quand même très grave, il faut avoir des preuves. Et donc du coup, si les avocats n'ont pas de preuves, on n'est pas sur la question du sentiment ou de la perception des choses, il faut des preuves matérielles, des faits matériels. La sanction prévue pour chaque société est de 35 millions de francs. Sera-t-elle appliquée? Rien n'est sûr, d'autant que si les irrégularités procédurales sont prouvées, l'affaire pourrait aller jusqu'à la destitution du président de l'autorité polynésienne de la concurrence. Voilà, et sachez que la séparation des fonctions instruction et décision de l'APC sera au cœur d'un séminaire organisé par la CCISM les 17 et 18 octobre. Au chapitre sanitaire, la dengue de type 2 continue de gagner du terrain. 1488 cas ont été identifiés et la maladie touche désormais 11 îles de la société et s'étend aux îles Sullivan ainsi qu'à Hivaoa, Uapo et Uahuka aux Marquises. Quant à Arutua, Takaroa, Tupuai, Fatuhiva et Maupiti, ils sont actuellement en phase d'alerte. Et puis cette bonne nouvelle, les Polynésiennes sont toujours aussi nombreuses à allaiter. Près de 9 mères sur 10 donnent le sein à la naissance. Le problème, c'est que ce chiffre chute drastiquement dans les mois qui suivent. À l'occasion de la semaine de l'allaitement, l'hôpital du Taoné propose aux mamans les services d'une consultante en lactation. Florence Okeli, Hiroterurotua. Donner le sein à son bébé, ce geste si naturel, les mamans sont encore nombreuses à le pratiquer. 90% allaitent à la naissance. C'est un moyen économique et c'est le meilleur lait. Déjà pour les nourrir, c'est beaucoup plus facile, c'est rapide, c'est pas du tout artificiel et les petits pleurs, les petits chagrins, ça se résout vite avec l'allaitement. La recommandation officielle, c'est 6 mois d'allaitement exclusif. Mais avec la fatigue et la reprise du travail, beaucoup de mamans jettent l'éponge. Seule une mère sur 3 poursuit le Titi Mama après 3 mois. Les pédiatres tentent donc de les encourager. Il y a toujours des solutions. La plupart du temps, elles sont méconnues en fait des femmes qui allaitent, mais on peut toujours proposer beaucoup de solutions pour poursuivre l'allaitement, même si c'est partiellement en cas de reprise du travail. Il suffit de se tourner vers les bonnes personnes, comme les sages-femmes, les médecins ou les consultantes en lactation. Et un bon consultant, ça se forme. Une spécialiste venue de métropole donne les clés au personnel médical pour conseiller sans stigmatiser. On n'est pas là pour obliger, on est là pour en parler, pour échanger, apporter des informations éclairées, de façon à ce que chaque famille puisse cheminer comme il le souhaite. Pas de jugement, car il existe une solution pour chacun. L'allaitement mixte en fait partie. Comme la maman elle est fatiguée, c'est moi qui donne le biberon. C'est important pour vous d'avoir cette connexion avec votre enfant en lui donnant à manger? Oui, c'est très important. Le lait maternel reste toutefois la meilleure option. Il est 100% naturel, protège contre les maladies et permet de prévenir l'obésité et le diabète chez l'enfant quand il grandit. Voilà, tout au long de la semaine, des animations seront proposées un peu partout. Demain après-midi, par exemple, à la cellule de promotion de la santé de Atuona, à Hivaoa. Mercredi, à la maison de l'enfance de Reatea et jeudi, dans le hall du CHT du Taoné.
Cette innovation à présent qui pourrait bien intéresser les 500 apiculteurs professionnels de Polynésie, des ruches connectées. L'idée de Kevin Herimoana Besson peut surprendre, mais elle lui a valu une distinction lors des rencontres consacrées aux nouvelles technologies. Suivre en temps réel l'état des ruches, optimiser sa production de miel, eh bien c'est possible. Explication Thierry Stamfleur, Patrick Tinsing. J'ai eu des retours, par exemple, comme ça, d'apiculteurs qui me disaient moi, je fais de l'apiculture depuis 25 ans, j'ai pas besoin de ces gadgets, etc. J'ai juste envie de leur dire on ne remplace pas le travail de l'apiculteur. Récompensée plusieurs fois ces derniers mois pour la qualité de ses miels, Louise possède plus d'une centaine de ruches dans tous les coins de Tahiti. Et elle a compris tout de suite les avantages apportés par ces nouvelles technologies. Si j'arrive à contrôler à distance les ruches que j'ai dans les vallées, savoir si tout va bien, s'il n'y a pas un arbre qui est tombé dessus et tout, si les ruches elles sont pleines, je dois poser des hausses, ça me dépannerait beaucoup. Mais comment réaliser tout cela avec un petit boîtier et une balance connectée? On va mettre là parce qu'il y a du pollen et tout, ou à la rigueur là. Ça... Ouais, sur le pollen... Le capteur renseigne sur l'état de santé de la ruche et évalue sa dynamique. La balance, elle, permet d'indiquer la météo à distance et informe sur la production, prévenant par exemple des débuts de mielés. Les colonies ne démarrent pas forcément toutes au même moment. Pour peu que tu aies une colonie faible par rapport à une colonie forte. Les remontées d'informations se font toutes les heures en temps normal ou toutes les minutes en cas de nécessité. Le tout se retrouve sur l'ordinateur ou le téléphone de l'apiculteur. Le système a été testé avec succès en France. En Polynésie, pour connecter des vallées perdues ou des îles des Tuamotu, Kevin a dû faire preuve de beaucoup de créativité sur le plan des transmissions de données. Donc on a développé des outils qui nous permettent de remonter donc, les données par réseau Wi-Fi, par réseau GSM, donc tout ce qui est opérateur mobile et tout, ou éventuellement directement par satellite avec des réseaux Iridium. Donc on essaie justement de développer des stratégies qui permettent d'équiper les apiculteurs, même dans les zones où il n'y a pas grand-chose, mais par contre où c'est intéressant d'installer des ruches parce qu'il y a une capacité en production, quoi. En plus du suivi en temps réel de ces ruches, l'apiculteur trouvera quantité de textes, de références ou d'informations dont il peut avoir besoin. Possédant lui-même des ruches, Kevin travaille sur les systèmes de capteurs depuis des années. Remarqué pour les solutions technologiques innovantes qu'il propose, il sera l'un des acteurs mis à l'honneur lors du festival digital qui débute mercredi à la présidence de Polynésie française. Il sera question de ce festival digital demain avec Olivier Kressman dans le cadre de l'invité café de votre matinale radio. Qu'est-ce qui a vraiment causé le blackout jeudi dernier? L'expertise est attendue ce matin. Le pays, le Haut-Commissariat, la TEP et EDT ont fait le point sur cet incident majeur qui a perturbé toute l'activité de l'île de Tahiti pendant 4 heures. Les pièces défectueuses de la TEP ont été démontées et remplacées. En attendant les résultats de l'expertise pour la ministre des Énergies, Théa Faugier, il faut encore consolider le système. Elle est au micro de Patrick Tinsing. Aujourd'hui, on est plus également sur l'analyse. On attend bien sûr les résultats de l'expertise par rapport aux pièces défectueuses. Mais surtout, c'est également de lister l'ensemble des points pour, donc, comme je dis, un retour d'expérience et faire en sorte qu'on soit dans une cohérence sur des investissements futurs de manière à ne plus avoir, dans toute la mesure du possible, ce type d'incident où lorsque ça arrive, donc toujours être en capacité d'intervenir. Et de son côté, Jean-Christophe Bouissou a bien compris l'enjeu politique du logement. Après son schéma d'aménagement général, le gouvernement dévoile sa stratégie de l'habitat 2020-2030, plus ambitieuse. Cette dernière vise à adapter les constructions en fonction des besoins spécifiques des communes. Mario Leroy, Christian Dezeau. C'est une démarche d'ampleur qui est entreprise. Pour sa future stratégie du logement, le gouvernement entend planifier et organiser les territoires dans l'ensemble des archipels. C'est une politique qui doit largement associer les autres directions en charge des thématiques sectorielles, l'urbanisme, les transports, le développement économique, le tourisme, la santé, etc. Donc c'est vraiment un temps fort qui a vocation à associer l'ensemble des acteurs qui vont intervenir dans l'élaboration et dans la mise en place de la politique de l'habitat. Pour la période 2020-2030, l'ambition est un habitat de qualité à un coût abordable. Il devra être adapté aux besoins des populations et mieux intégré dans son environnement. Sachant que l'habitat, ça englobe à la fois le logement, mais ça englobe aussi tout le cadre de vie des habitants, des familles. Ce sont les réseaux, ce sont les écoles, ce sont les réseaux de transport, c'est
la proximité des services publics, ce sont les magasins qui sont nécessaires. Je crois qu'il faut décider aujourd'hui d'arrêter de construire et de miter le territoire en ne réfléchissant pas sur les besoins de vie des habitants. Les besoins estimés sont élevés, suppression de l'habitat insalubre, résorption des suroccupations ou encore construction nouvelle. Les retards sont importants. On sort d'une politique qui se faisait chaque année en fonction des besoins ou d'un élu. Là, pour une volonté d'organiser sur l'ensemble du territoire les réponses aux besoins en logement, en intervention sur le logement, en nouveau logement, en organisation du renouvellement urbain et de la politique de la ville. Le mieux vivre, la santé, le sanitaire, la sécurité, tout cela est issu de cette volonté d'avoir du logement digne. Un peu plus d'1 an avec tous les partenaires pour diagnostiquer, définir et valider un programme pluriannuel pour permettre à tous de se loger dignement. Voilà, reste à savoir ce qu'en pensent les populations. À quelques mois des municipales de 2020, le conseil politique du Tapura s'est réuni cet après-midi à la mairie de Papeete. Plus de 70 personnes ont répondu à l'invitation du président du parti, Edouard Fritsch. À l'ordre du jour, bien sûr, les statuts du parti, mais surtout la question épineuse des élections municipales qui se dérouleront dans 6 mois. En effet, plusieurs communes sont confrontées à des candidatures multiples de membres du Tapura. Ils promettent un concert mémorable, c'est le groupe Kassav. Ils sont attendus sur la scène de Toata vendredi à l'occasion des 40 ans du groupe. Gondwana, une troupe de musique traditionnelle et moderne, assurera la première partie du concert. En tout cas, pour Jocelyne Béroir, Kassav fait partie de son histoire. On l'écoute au micro de Belinda Tumatariri et Patita Savia. C'est une vie, quoi. C'est toute une vie et ça vous l'apprend. Vous ne pouvez pas décider... d'avoir une vie normale quand vous êtes tout le temps sur la route et que vous apportez du bonheur aux gens. Je crois qu'il y a des gens qui sont faits pour ça et puis d'autres qui sont faits pour rester à la maison. Et pour clore ce journal, je vous propose une petite escale à Huahine, une île authentique où l'entraide est omniprésente et où en l'absence de travail, certains parents en créent pour leurs enfants. C'est le cas de Mitara Tainanouari et ses filles. Elles n'ont pas de diplôme, mais leur force est qu'elles ne redoutent pas le dur labeur. Nicolas Suir, Mirko Vanfo. « 4h30 du matin, les 120 firifiri de Heikime sont bientôt tous prêts. Il aura fallu 3 heures avec l'aide de son neveu pour préparer la pâte et la faire cuire. Une activité transmise par ses parents afin de lui assurer des revenus. On peut vivre avec. Mais après, il faut avoir des petits travaux à côté aussi. Comme par exemple le snack, comme les casse-croûtes. À 5 heures, les beignets et les casse-croûtes sont chargés dans 2 voitures pour être vendus sur 2 points de vente en bord de route. La mère de Heikime gère l'un d'entre eux. Celle-ci rappelle que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et qui travaillent dur. Je suis arrivée à 5h30, vers les 7h par là, je quitte, ça y est, il n'y a plus rien. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a du travail à la maison, je vais ouvrir ma boutique. C'est comme une mère, hein. Voilà, je fais mon ménage et tout, voilà. Pendant ce temps, une autre de ses filles s'affaire à la pollinisation de la vanille. Patricia loue cette serre de 1000 m² depuis 3 ans. Chaque année, elle en produit 125 kilos. Il y en a d'autres qui m'ont donné plusieurs grappes. 1, 2 et 3. Le travail de la vanille nécessite beaucoup d'attention, et ce, dès le matin. Dès que l'après-midi arrive, la fleur, elle tombe. Hein. Et si tu n'arrives pas à la polliniser, elle ne donnera pas de vanille. Hein. C'est le cas de la fleur juste à côté? Oui, c'est le cas de la fleur qui est à côté. Hier, je ne l'ai pas vue, et là, ce matin, en la voyant, je me suis dit, ah, ça va faire une tête pour moi, une vanille en moins. Sa récolte est écoulée pour l'essentiel ici, dans le magasin familial. Sa maman transforme une partie de la production.
Elle fabrique du monoeil, de la poudre de vanille et même du rhum. Le reste est vendu tel quel. Alors que ça a bien marché aujourd'hui. Ouais. T'as eu des clients. Ouais, un peu de clients. Et la vanille, ton oncle qui reste. Ah, oui. La vanille au paquet. Voilà. Ouais, il y en a encore là. La vanille et ses dérivés ne sont pas les seuls produits vendus. Mitara propose des colliers, des sculptures, tout ce qui peut intéresser le touriste. Mon mari ne veut pas que mes enfants travaillent pour quelqu'un d'autre. Alors, il a créé du travail ici à la maison. Là, les autres font de la pâtisserie, et moi ici, les autres dans la vanille. Voilà. Ici, j'ai 9 enfants, et tous mes garçons sont partis dehors. Alors, j'ai que des filles là, pour nous aider et pour leur bien aussi. Les 6 garçons de Mitara ont quitté l'île. Restent ses 3 filles. Du coup, il y a largement assez de travail pour elles. L'amplitude horaire est importante et la famille ne connaît pas la signification des termes week-end ou férié. Mais elle a appris celle du mot travail. Elle n'a jamais manqué de pain. Voilà, juste après ce journal, ne manquez pas Patitifa. Le magazine revient sur les litiges fonciers en Polynésie. Un éclairage sur les principales raisons des problèmes d'indivision dont souffrent les familles. À découvrir dans Maorinui, terre de marchandises. En voici un extrait. Pape-été. C'est l'heure de pointe à la direction des affaires foncières. Cette personne monte un dossier de toute urgence. C'est pour une affaire de sommation d'expulsion chez notaire à Montréal. Dans le même temps, à Faa, une famille est expulsée. Et là, ils sont à la rue. Pas de logement, rien. Ils sont sur la route, chez des amis. Les enfants de la mamie étaient obligés de descendre de venir la chercher. Voilà un documentaire réalisé par Benoît Tarhou. On termine avec du football, avec les qualifications pour l'Euro 2020 et un match nul pour la France contre la Turquie. Un but partout. Les Bleus devront attendre le 14 novembre prochain pour pouvoir décrocher leur billet pour l'Euro 2020 face cette fois à la Moldavie. Je vous rappelle l'info principale, c'est une première en Polynésie depuis sa création en 2015. Y a-t-il eu connivence entre l'instruction et le collège de l'autorité polynésienne de la concurrence? Tout porte à le croire selon nos informations et selon les avocats des 2 sociétés de gardiennage mises en cause par l'APC pour pratiques anticoncurrentielles. Les avocats soupçonnent l'organisme d'impartialité. À la une de vos quotidiens, la dépêche titre vers une baguette à 57 francs. Tahiti Info, un parc paysager en projet à Vaitupa. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, l'info radio présentée par Carlos Natoa et Ibrahim Ahmedazi. À suivre Patitifa, 20h20 à Haman Onna vous emmène à Reivave, puis votre série Blacklist. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.